Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine? Et ici, c'est l'été, il fait chaud, il fait vraiment chaud, c'est l'été. Puis lorsque c'est l'été, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se prépare à prendre nos vacances parce que ça s'en vient. On va se mettre sur pause pendant quelques semaines, histoire de recharger les batteries. Ce sera notre fin de saison 4 et ça va se terminer dans cet épisode et dans le prochain épisode, parce qu'on va diviser ça en deux épisodes. Ça va se terminer avec nos prix IARC et Lovelace. Vous savez c'est quoi? Parce qu'on fait ça, parce qu'on aime ça aussi, se donner l'occasion de se regrouper ensemble une dernière fois là, avant le congé d'été. On enregistre le 4 juillet, fête de l'indépendance américaine. Je ne sais pas si vous avez écouté les débats cette semaine, mais bon, disons qu'il y en a qui ont peut-être plus besoin de vacances que d'autres. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est pas notre champ d'analyse. On va parler plutôt d'intelligence artificielle, évidemment. Je le disais, je vais publier cet épisode en deux parties parce qu'ils sont nombreux en studio avec moi cette semaine. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va très bien. Toi-même? Yes, merci d'être là. Shirley Plumerand est là de l'autre côté de la Grande Flaque. Salut, salut. Comment ça va? Mais très, très bien. Parfaitement bien. Parfaitement bien, malgré les élections. On fait ce qu'on peut. Okay. Ben, On ça, essaie de pas dire, faire va de très bien dépression. quand même. Un peu de déni, un peu de fête, un peu de... On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Sylvain Munger est pas bien loin. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien, vous autres? Très bien. Et Véronique Tremblay est là aussi. Ça va bien, Véro? Très bien, Jean-François. Très bien. J'ai entendu un courriel là, qui vient de rentrer à quelque part. Là. Vous les saluerez de notre part. Bienvenue à notre conclusion. 4e saison d'IA Café. 4 saisons. C'est quand même pas mal. 90 épisodes d'IA Café. Je pense qu'on va essayer de faire quelque chose là, pour le 100e épisode. Ça serait le fun. C'est pas une promesse, mais c'est mon plus grand souhait. Je vais voir ce que je peux faire, puis qui je peux convaincre d'embarquer dans ce spécial 100e épisode. Évidemment, on va être de retour pour une 5e saison l'année prochaine. Bon, je dirais qu'on commence à faire le tour des champs d'application. Puis les enjeux, là, vous le voyez, là, en tout cas moi, ça fait 90, donc je vois un petit peu les enjeux qui ont fait un cycle. Les champs d'application, on commence à avoir couvert de nombreux champs d'application, mais bon, je m'amuse encore, puis j'imagine que je peux convaincre quelques-uns de mes collaborateurs, collaboratrices de continuer de participer à tout ça. On peut continuer l'aventure. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y a certains de nos baristia et collaborateurs et collaboratrices qui sont moins présentes. Je pense notamment à Eve et David, qui nous manquent, évidemment, comme vous. J'aimerais peut-être en profiter pour vous inviter à ajouter des nouveaux collaborateurs, collaboratrices. Je le fais souvent là, chaque année. Mais voilà, si vous nous écoutez, ça vous tente de participer à notre aventure, ce genre de participation micro en main vous intéresse, ben écrivez-moi, puis faites-moi signe, puis on verra si on peut pas vous intégrer à notre charmante équipe. OK, qui dit fin de saison, dit nos prix IARC et Lovelace, c'est notre habitude à IA Café. Rappelons le concept. Parce qu'il y en a plusieurs qui se sont ajoutés cette année. Donc, nos prix Lovelace, ce sont nos prix coup de cœur, nos coups de gueule, nos prix Nobel, nos prix Ig Nobel. Ce sont nos articles scientifiques, événements, congrès, rencontres, prouesses techniques qui sont dignes de mention. Ce sont nos prix Lovelace, évidemment, en l'honneur d'Ada Lovelace, et la contrepartie, ce sont nos prix IARC.
C'est le pire de l'intelligence artificielle. On aime se gâter et parler aussi du pire et de n'importe quoi qui nous fait dire Yark. Premier tour de table. On va commencer avec Véronique. Tiens, on va commencer avec les dames. Véronique, ton prix Yark ou Lovelace, choisis l'un ou l'autre. Puis on parlera de ton second dans le deuxième épisode. Donc, Lovelace ou Yark, on commence par quoi? On va commencer par mon prix Lovelace. Bon, let's go. Un peu de love en partant, ça fait toujours du bien. Ouais. Je le donne à l'AMF, à l'Autorité des marchés financiers, qui a publié cette année un document de réflexion et de discussion sur les meilleures pratiques pour l'utilisation responsable de l'IA dans le secteur financier. Là, je fais un disclaimer ici. Là, j'ai été sur le comité consultatif qui a été je fais partie des personnes de l'industrie qui ont été consultées sur le document. Donc, j'ai eu l'occasion de le commenter moi-même. Mais quand même, je trouve que l'AMF a fait... T'es contente du résultat final aussi? Je suis très contente Oui, je suis très contente du résultat final. Je trouve que l'Autorité des marchés financiers a fait une belle réflexion pour suggérer des bonnes pratiques à l'industrie. On va souvent dire suivez les bonnes pratiques ou mais c'est pas clair, il y a pas beaucoup de documents qui nous disent c'est quoi les bonnes pratiques finalement. Donc le document de l'AMF est... On dit soyez responsable, mais c'est quoi être responsable finalement? C'est quoi ça, être responsable? Donc, dans le document regroupe une trentaine là, de recommandations en lien avec la protection des consommateurs, la transparence envers le public. Évidemment, l'Autorité des marchés financiers est assez sensible à cet aspect-là, la notion de transparence puis de protection des consommateurs. Mais aussi, il couvre des éléments en lien avec la pertinence de l'utilisation des SIA. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir peut-être un petit peu moins souvent dans ce type La pertinence, document. Oui, la pertinence, c'est de se poser la question, est-ce que c'est pertinent de faire ça ou pas? Il couvre la question de la responsabilité aussi. Et puis, il donne aussi des exemples de pratiques là, vraiment liées à la conception puis à l'utilisation un petit peu plus en détail. Et évidemment, il parle de la gestion des risques. Donc, assez souvent, les enjeux éthiques en intelligence artificielle sont abordés sous l'angle de la gestion des risques. Puis évidemment, c'est encore un peu comme ça dans ce document-là, mais il y a quand même certains éléments où on arrête de le concevoir comme un risque, mais vraiment comme c'est quoi l'impact sur c'est quoi l'incidence sur la vie des personnes, c'est quoi l'impact sur la vie à l'échelle de l'individu. Mm-hmm. Donc, on tombe un petit peu plus là-dedans. On parle aussi, par exemple, de populations vulnérables, puis de prise en compte des populations vulnérables. Là, évidemment, pour l'AMF, une population vulnérable, c'est une population qui est vulnérable, mais en termes de comment faire ses choix au niveau financier. Là. Donc, c'est sûr que ça tourne autour de ça, mais c'est en lien avec la mission de l'AMF aussi. Là. Donc, par population vulnérable, ils vont entendre des enfants, des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie. Donc, c'est sûr que l'accent est un petit peu plus mis là-dessus, mais quand même, il y a une préoccupation par rapport à ça. Donc, un bon document de l'AMF qui couvre une bonne partie des enjeux en lien avec l'intelligence artificielle. Évidemment, on couvre jamais tout dans ce genre de document-là. Et puis, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un document de bonne pratique. Oui, des fois, c'est une mauvaise critique. On dit, ils n'ont pas parlé de tout ça. Ils peuvent pas parler de tout non plus. Non. Nous, en 90 épisodes, j'espère qu'on nous blâmera pas de pas avoir tout couvert. Là. On a quand même couvert pas mal, là, mais il en couvre très, très, très large, là. Ils vont jusqu'à mentionner l'idée de faire participer de consulter des éthiciens ou des sociologues dans la conception des SIA. Donc, vraiment un document qui en couvre beaucoup, puis qui devrait être une référence pour le secteur des finances et assurances au Québec. Oui, on espère que ça va inspirer les assureurs puis les banques qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un titre, ce document-là? Ou... Le titre de ce J'ai noté le rapport de l'AMF. Mais le rapport de l'AMF, c'est document de réflexion et de discussion, meilleures pratiques pour l'utilisation responsable de l'IA dans le secteur financier. Secteur financier. Donc, si vous êtes dans le secteur financier,
C'est à lire. Puis si vous n'êtes pas dans le secteur financier, c'est à lire. Peut-être pas avec la même intensité, mais c'est ça que je le mets sur ma to-do list. Un roman plus ça cet été. On va essayer de C'est un... se rendre jusque-là. c'est un bon document, mais vraiment, ça vaut la peine d'avoir des documents comme ça qui sont faits pour des secteurs en particulier parce que Ouais. pour Il y a avoir des essayé enjeux, de là. travailler, des enjeux qui sont différents, pour avoir essayé de travailler avec des éléments de la Déclaration de Montréal, par exemple, il y a des endroits où on regarde ça et on se dit, C'est un peu flou, c'est un peu vague. Ça donne des guides, mais en même temps, ça guide tout et pas assez précisément et pas certains assez. secteurs. Puis ça va couvrir des choses comme, par exemple, dans la Déclaration de Montréal, on a des phrases comme la décision de tuer devrait être prise par un être humain. Ben, tu sais, on tue personne là dans le secteur des finances et assurances. Là. Donc, il y a des enjeux qui se posent moins. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Puis, j'encouragerais les autres secteurs là, à faire ce genre de Oui, guide-là, c'est mais ça. Tu sais, les appliqué à un enjeux secteur en particulier. Là. c'est ça, les enjeux qui en finance versus les enjeux qui en art versus les enjeux qui en agriculture. On a fait l'industrie du divertissement adulte. On n'est pas dans... Ben, il y a des recoupements, là, mais on n'est pas exactement dans les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, puis les mêmes pistes de solutions. Là. Ben c'est ça, les grands principes restent toujours les mêmes, mais après, dans le comment l'amener pour vrai dans le cadre de notre travail, là, c'est bien d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Précis, appliqué, spécifique à notre domaine. Merci Véro. Écoutez, entre-temps, il y en a un autre qui a sauté dans le bain. Stéphane Migneo est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à tes prix Yark et Lovelace. J'ai bien hâte de t'entendre. J'avais dit qu'on allait faire un tour de table. On était rendu à Shirley, Stéphane, si tu permets. On va continuer dans cet ordre. Shirley, dans quelle direction tu t'en vas? Est-ce qu'on donne encore du Lovelace ou du Yark? Oh ouais, un petit peu de love. On en a besoin en ce moment. Ah donc, ouais, on commence par le love. Let's go. Ah oui, on commence par le love. Eh ben, j'ai fait comme l'année dernière pour ma part. Je me suis dit, ok, c'est les vacances. Les gens ont besoin de petites lectures dans les transports, sur la plage, à la montagne, quand ils seront enfermés dans leur maison de vacances parce qu'il pleut beaucoup, ce genre de choses. Voilà. Donc, je suis partie sur une petite reco de lecture. Pour les gens qui n'arrivent pas à complètement décrocher, parce que quand même, je vous conseille d'aller lire votre meilleur polar de l'année. Mais si vous voulez un petit peu de numérique en lecture, j'ai trouvé récemment, un magazine qui s'appelle Chute, point d'exclamation. Chute, voilà. dans le sens de tais-toi, là. Voilà. Chute magazine. Et je suis allée chercher trois. Ouais, je suis allée en chercher 3. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, ça vient brasser. Donc, c'est un format magazine. Donc, voilà, hein, pour un chercheur, une chercheuse en intelligence artificielle, c'est pas un rapport de 300 pages. Hein. À chaque fois, c'est sur un sujet, ça va faire 2 pages, pas plus. Mais je trouve que c'était hyper intéressant. Ben oui. Ça vient brasser tout un tas de choses. Alors, attendez. Donc, c'est un trimestriel. Déjà, il a été lancé en 2019. Version numérique possible pour les personnes qui ne sont pas en France. Version papier également. Moi, je l'ai fait à l'ancienne. Je suis allée chercher les magazines. J'étais contente. T'aimes l'odeur du papier, là. J'aime l'odeur du papier et je vais le faire vraiment très, très à l'ancienne puisque j'ai prévenu Véronique que j'allais lui envoyer par la poste les exemplaires pour qu'elle me donne son avis. Parce que, notamment, je vais me servir de ses enfants comme cobayes parce qu'il y a une version pour les enfants également. Voilà. Ah oui. Donc, voilà. Donc, ils vont tester si Véronique... De quoi ça parle, ce magazine? Eh oui, alors du coup, donc lancé en 2019, un trimestriel. Vous avez déjà plusieurs magazines qui ont été sortis, donc il y a de quoi faire. Voilà, et donc c'est un magazine sur... attendez, je vais reprendre leur... donc créé par 2 femmes. On aime bien l'idée. Voilà, donc Chute est également un média féministe et inclusif. Il soutient un positionnement engagé en questionnant et valorisant une tech empreinte de mixité, responsabilité et éthique.
pas mal comme programme. Du coup, je les ai devant moi là. Je vais, qu'est-ce que je peux vous citer comme article qu'il y a dedans? Micropuce, demain tous implantés, point d'interrogation. Alors attendez, là c'est le magazine sur le corps et la technologie, la machine humaine. Je trouvais ça hyper intéressant. Du coup, tout ce qui est technologie au secours du corps, quand la tech se met au service du sport, ça m'intéresse. Un grand pouvoir pour quelle responsabilité? Point d'interrogation. Enfin voilà, il y a tout un tas. Le transhumanisme est-il un humanisme? L'utérus artificiel, science-fiction ou réalité? Enfin voilà, il y a plein de sujets par thématique, par magazine. Là, j'en ai un autre devant moi sur Brisons les codes. Donc, vous avez sur tout ce qui va être racisme algorithmique, le cyberharcèlement, la justice à la peine, backup pour les victimes de viols en zone de guerre. C'est assez large, hein. C'est pas spécifique à l'intelligence artificielle, mais vous allez avoir des références sur l'intelligence artificielle. Très intéressant. Puis, comment ils recrutent qui écrit dans ce magazine? As-tu une idée? Tu me poses une colle. Non, je m'attendais pas non plus à ce que tu le saches exactement. Mais je me demandais quel type d'écrivain ou de journaliste on a dans ce type de magazine, question. Parce que les sujets sont vraiment intéressants. C'est-tu une approche de type universitaire ou au contraire, on va chercher des gens de l'extérieur? Écoute, j'ai les noms. Alors, je sais qu'il y a des personnes interviewées, notamment j'ai lu de la Quadrature du Net, si vous connaissez, et j'ai les textes, les noms des personnes devant moi par article, mais je sais pas, je connais pas leur pédigré chacun et chacune. Très bonne question, mais cela étant, je les avais contactés, ils ont l'air super sympas. Ils m'avaient dit de passer à leur bureau, donc écoute, je te tiens au courant. Ben oui. Belle suggestion de lecture. On va mettre ça sur la pile. Une revue, c'est Chute, hein? Chute un magazine. Chute, un rapport de l'OMF, j'ai déjà oublié le titre, mais je vais le retrouver. Véro, puis une autre revue après. On va alterner ça avec un polar. Merci. Ça va me faire plaisir, Shirley, de te prêter mes enfants pour faire les tests. Avec plaisir. Génial. Super. Parce que c'est ça, il y a une version enfant, une version adulte. J'en ai moins parlé, mais effectivement, alors sur le coup, j'étais un peu quand je l'ai eu dans les mains, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, parce que ça fait comme une petite revue, mini-revue dépliant. Et je me suis dit, et après, je me suis dit, oui, ok, c'est à destination des 10-15 ans. Ah. Donc, il faut quand même que ce soit accessible. Donc j'ai bien hâte que tes enfants me disent, Véronique, en off, j'aurais tendance à dire qu'ils sont tellement intelligents qu'ils vont prendre les magazines pour adultes, parce qu'ils vont être capables largement de saisir tous les enjeux qu'il y a dans les autres magazines et laisser le coloriage et les jeux de la petite revue. On va tester, là, j'ai 7 et 13 pour tester, donc peut-être voilà. Oui, Véronique, elle teste comme ça sur ses enfants. Ah oui, mes enfants ont été cobayes de toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Des légumes aussi, de temps en temps. Voir comment ça réagit, ces enfants-là. Mais vraiment, en tout cas, pour les enfants, c'est pareil. Hein, sur la plage, ça fonctionne du tonnerre. Je peux pas vous le montrer, on est en podcast, mais ça marche du tonnerre. Il y a des petits jeux, voilà. Et il y a 2-3 petits encadrés, hackers ou hackeuses éthiques. Il y a quoi d'autre comme sujet qui sont traités? L'identité numérique pour un petit peu justement tout ce qui est e-réputation, vie privée, pour la sensibilisation. Donc je trouvais ça pas mal quand même. Voilà. Très belle idée, Shirley. Le magazine s'appelle Chute pour les Chute Magazine. Chute Magazine pour les grands et les moins grands. On va se tourner vers Fred, peut-être. Tiens, je vais y aller dans l'ordre de mes petites fenêtres devant moi, Fred. C'est bien, la structure, j'aime ça. Oui, hein, est-ce qu'on va vers le Lovelace? Est-ce qu'on va vers le Yark? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je vais continuer sur la lancée de donner de l'amour, là. Finalement, on va y aller avec les Lovelace. Puis j'ai pris une trajectoire qui ressemble un peu à celle de Shirley. Puis le Lovelace va aller
aux journalistes, en fait, de tous ces médias-là de masse ou plus marginaux, en fait, ou les podcasts, qui font vivre je dirais, qui ajoutent dans les débats concernant l'intelligence artificielle sur ses usages, qui ajoutent une perspective plus critique, plus large, qui dépasse un peu celle de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus limitée au fur et à mesure que les grands cadres réglementaires se cristallisent dans les différents États, au sens où déjà la Déclaration de Montréal, ben, peut-être que elle a fait école, là, mais c'est déjà un peu loin derrière nous, c'est déjà un peu dépassé. Fait que ces réflexions éthiques-là, en fait, sont en train de plus se cristalliser, de prendre place, de se structurer autour de cadres réglementaires là, plus ou moins solides, là, ça dépend comment on se place. Mais le débat politique sur la place qu'on veut accorder à ces technologies-là, lui, est très loin d'être fait encore. Puis pour le faire, ça prend des journalistes qui sont capables de se lancer là-dedans, puis qui sont capables, alors que ces gens-là ne sont pas des experts ni des expertes en intelligence artificielle, qui sont quand même capables de se lancer dans le débat-là, puis de faire, je dirais, de révéler les amitiés, de révéler les conflits d'intérêts, les problèmes, de poser les bonnes questions, puis d'aller au-delà du techno-optimisme ambiant. Ce qui fait que Mon Lovelace va vers là pour plein de raisons différentes, mais entre autres pour un certain nombre d'articles puis de journalistes qui ont été écrits, puis je vais y aller plus précisément, mais j'aimerais ça mentionner des balados comme le nôtre qui font un travail critique exemplaire qui, pour le moment, en ce qui me concerne, sont malheureusement de langue anglaise. Fait que dans le monde, dans la langue de Shakespeare, j'aimerais ça faire un gros shout-out à Tech Won't Save Us, qui est animé par Paris Marks, qui est vraiment excellent, qui fait une super job, puis maintenant qui est avec je dirais le journal en ligne The Nation, ce qui fait qu'il est à côté, il est backé. Il y a aussi This Machine Kills, qui est là depuis assez longtemps, encore un petit peu plus radicaux des fois, très drôle, avec un humour plutôt tordu. Il y a aussi un podcast qui est plus difficile un peu à suivre, mais qui est absolument nécessaire parce qu'on en apprend tellement, qui est piloté par Emily Bender puis Alex Hanna, qui sont au Distributed Artificial Intelligence Institute, quelque chose comme ça. C'est le titre du balado, c'est Mystery AI Hype Theater 3000. Dans lequel ils vont prendre, par exemple, des nouvelles qui sont là puis qui vont les démystifier complètement. Emily Bender est connue pour avoir co-signé l'article de On the Danger of Stochastic Parrots, entre autres. Oui, c'est de là que ça vient, cette expression-là. Exact. Ce qui fait qu'on a là des gens qui sont... Puis Alexandra travaillait avec Google avant. Fait qu'on a là des gens qui sont vraiment là, des expertes là, dans ce champ-là, puis qui viennent démystifier un peu ce qui se passe autour de ça, puis qui nous rappellent que l'intelligence artificielle, au-delà de ses usages, c'est aussi une industrie, puis c'est une industrie qui est transnationale. Puis c'est là que je veux en venir, en fait, c'est que mon Lovelace, je vais le donner à quelques articles en particulier, mais même s'il vise tout le monde. Premièrement, à Jonathan Roberge. Ah oui? Oui, Jonathan Roberge, qui est un chercheur... Ah oui, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, il faut que j'aille chercher Ouais, c'est ça. Qui est à la tête maintenant, qui dirige le laboratoire sur les nouveaux environnements numériques et l'intermédiation culturelle, notamment. Puis qui est récemment à la tête d'une chaire du Québec, chaire de recherche sur l'IA et le numérique francophone, avec un collègue de l'UQAM, qui s'appelle Destiny Chewali. Je te vois chercher en même temps. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de noms, mais c'est... Donc, c'est une chaire qui a été... c'est lequel le deuxième? Je pense que j'ai parlé en même temps. Le premier, Jonathan Roberge, qui co-dirige la chaire avec Destiny Chewali de l'UQAM. Ah, voilà. Puis, dans une entrevue qu'ils ont faite dans la presse cette semaine, il rappelle que le débat sur la place que ces systèmes-là devraient prendre dans notre société est loin d'être résolu, puis qu'il faut absolument qu'il y ait des nouvelles voix qui se l'approprient, puis qui participent à cette controverse-là, à quelle place on donne à ça. Puis dans ces nouvelles voix-là, il y a les journalistes, mais il y a aussi le public, il y a des groupes d'intérêt, des groupes communautaires. Il y a un paquet de monde, finalement, qu'on entend peu, puis qui sont souvent mis à la marge par les discours experts, si on veut. Donc, évidemment, qui comprennent ce qui se passe avec ça, puis qui sont beaucoup plus rapides sur la patinoire. Il y a cet article-là qui me semblait absolument nécessaire, qu'il faut être souligné, puis qui invite les gens à vraiment se planter là-dedans, puis à commencer à faire leur recherche, pour le dire comme ça, pour essayer de se faire une tête, pour voir plus loin que l'utilisation de ChatGPT ou de Claude ou de
Ces systèmes-là, qui sont absolument fascinants des fois, là, mais qui impliquent un certain nombre de choses sur le plan social. Il y a aussi un journaliste d'un journal encore sur le réseau qui s'appelle Gil Duran. Puis là, ben ça, c'est le deuxième Lovelace que je donne pour parler du travail journalistique là, qui est souvent mis à mal par les médias, mais pas par les médias, mais par les géants technologiques. Puis le Gil Duran en question, il fait une enquête. Il a été proche du Parti démocratique, puis il fait une enquête sur, je dirais, les réseaux d'amitié ou les proximités entre les leaders de la Silicon Valley, si on veut. Ça, j'aime ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est du journalisme d'enquête. Puis ce qu'on découvre avec une espèce de sociologie, là, trouver où sont les petites talles d'amis, les réseaux, tu suis le financement, tu suis... Puis il nous rappelle dans ces derniers articles... Ouais, c'est ça, exact. Et conservateur aussi, il faut le dire, parce que derrière ces technologies-là, il y a des idéologies, dont une plus grande qu'on pourrait appeler post-démocratique. J'ai décidé d'en parler aujourd'hui, peut-être pour mon YARC, en fait, mais qui est une mouvance post-démocratique, parce que ces gens-là... Là, tu passes du Lovelace au YARC? Non, je fais juste l'annoncer, parce que c'est dans le ton. On sent que les axes de mobilisation politique sont en train de se sont déplacés, hein, ça paraît dans les, les mouvements populaires, les élections en France, les élections qui s'en viennent aux États-Unis, au Canada, puis etc. Mais on sent que les axes de mobilisation se sont déplacés, puis derrière ça, pas derrière ça, mais autour de ça, il y a le numérique. Puis les technologies numériques et l'intelligence artificielle qui poussent fort pour des changements institutionnels importants. Puis le travail de Gil Duran puis de ces journalistes-là nous rappelle que c'est le cas parce qu'on les perd de vue un peu. Fait que mon YARC, je l'annonce maintenant, c'est de parler de ça, de cette tendance ou mouvance post-démocratique-là qui est préparée par les géants technologiques. Puis qui est révélée souvent, qui est mis en lumière par le travail de journalistes sur le terrain qui, tant bien que mal, résistent encore et toujours en l'envahisseur technologique numérique que sont les réseaux sociaux, les X, les Twitter de ce monde pour essayer de garder le débat en vie. Voilà. Là, je prends ça en note. Post-démocratie. Ouais, avec un point d'orgue, là, si tu veux mettre des effets sonores, là, quand ça sort. Je vais essayer de trouver ce son-là. Je sais pas si je vais le trouver. Je sais même pas comment le chercher. Je vais essayer de le mettre ici. OK, Fred. Donc, Lovelace, YARC, c'est dit. On se débouche une bouteille de bière. Non, c'est une bouteille d'eau. Il est 11h le matin ici. On capote pas. On va se tourner vers Sylvain. Tiens, je vais continuer dans l'ordre. Sylvain, qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce que tu pars du Lovelace? On va commencer par Lovelace ou YARC. Un ou l'autre, puis après on fera l'autre dans la deuxième partie. Ouais, je vais être fidèle à moi-même, en fait, et je vais jouer contre le groupe. Donc, je vais pas suivre la ligne qui a été désignée jusqu'à maintenant. Je vais faire bande à part et je vais commencer par mon prix YARC. Bon. Si ça dérange personne. Non. Et de toute façon, je vous demande pas votre avis. Je vous donne mon prix YARC, quoi que vous en disiez. Et j'ai peur que je ne serai pas très, très original pour le prix YARC, mais je promets que le prix Lovelace, je vous promets que vous allez rire. Okay. À moins qu'on me casse mon punch d'ici là, mais je crois que j'ai entendu pas mal jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai bon espoir que que le scoop soit préservé. Alors, mon prix YARC, je le donne sans originalité encore, aucune prétention à l'originalité, mais au programme d'IA qui s'appelle Apsara. Là, Frédéric en avait parlé lors d'un épisode, là, qui est un programme d'IA de l'armée israélienne là, qui est exactement, là, on en a parlé. Donc, si les gens sont intéressés de juste aller se repasser l'épisode où Frédéric en parle en détail. Donc, je pense qu'on peut faire ça. On a le droit de se J'ai pas le numéro de l'épisode, mais je vais essayer de le référencer là, quand j'ai pris une note. Là, je vais essayer de faire ça. Exactement. Donc, je mets beaucoup de temps dans mes notes. Je suis pas sûr. Si vous les lisez pas, dites-moi là parce que je vais y aller plus... Je vais y aller plus mollo avec les notes, là, mais absolument, il y a du stock. Là. Exactement. Donc, c'est une espèce d'usine à générer des cibles là, qui fonctionnent en continu. Et avec ce programme-là, on est en mesure, en fait, de générer une centaine de cibles par jour, alors que avec tout l'appareil de renseignement humain israélien tel qu'il était façonné avant la guerre actuelle, était en mesure d'en générer à peu près une cinquantaine par année. Donc, ça vous donne une idée d'ordre de grandeur.
Mais en fait, bon, Sylvain, il y avait Shirley qui voulait rebondir. Qu'est-ce que... Ah oui, ok, excusez-moi. Non, mais pardon, je suis désolée. Je me suis dit, ok, personne m'a entendu très bien. Non, c'était pour dire, Jean-François, non, tes notes, elles sont trop cool. Enfin, moi, il y a un épisode auquel j'avais pas participé et je suis allée, j'ai commencé par les notes, en fait, et c'était très bien. Donc, continue. Voilà, c'est tout. Pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Sylvain. En tout cas, il y en a une qui les lit. C'est la meilleure des nouvelles. Continue, Sylvain. Donc, un outil qui permet de cibler automatiquement des cibles, si quelque chose comme ça peut se dire. En fait, j'espère qu'elles sont bien, tes notes, puisqu'on m'interrompt pendant ma chronique pour cette raison-là. Donc, je vais aller voir aussi la question dans la l'interrompre. Il parle. Parlez pas, là. Écoutez-moi, là. Ça va durer. Moi, je vais t'interrompre. En fait, ce que je voulais dire, continue, Sylvain. Par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup, Frédéric vient de le faire, là, du poids des grandes entreprises, des multinationales, là, des acteurs, des géants économiques, là, dans la construction, en fait, le déploiement et le développement de cette technologie-là. Mais en fait, il ne faut pas oublier que les militaires aussi sont des acteurs puissants là, dans cette espèce de dispositif rhétorique-là qui essaie dans les imaginaires futurs, en fait, là, dans la construction des imaginaires futurs. Et puis, plus que c'est mon sujet actuel, là, c'est mon champ de recherche actuel, là, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on questionne les militaires, justement, sous cette perception-là de l'IA, on observe toutes sortes, en fait, les mêmes visions, les mêmes peurs, les mêmes promesses, on les observe. Celles que j'observais chez les entrepreneurs, on les observe aussi chez les militaires. Puis c'est intéressant quand on questionne aussi les militaires par rapport à des industriels, parce que les militaires vont dire souvent les besoins que l'on demande, que l'on annonce, que lorsqu'on va voir des industriels en matière d'IA, ils ne sont pas capables de nous le fournir. Autrement dit, ça correspond pas à ce dont on imagine avoir besoin. Et lorsqu'on questionne les industriels, ils nous disent parfois le contraire. Ils nous disent, les militaires, ce qu'ils nous demandent, la technologie, elle est rendue 20 ans plus loin que ça. Là. Donc, il y a une espèce de jeu de décalage. Ah oui, c'est intéressant. Oui, donc ça, c'est assez intéressant. C'est quoi, c'est les militaires que leurs besoins sont trop en avance? C'est ça que tu dis? Non, en fait, souvent, il y a comme une distorsion entre ce que les industriels vont dire ou proposer et ce que les militaires vont dire. Les militaires vont dire l'industrie est pas au niveau de ce qu'on a de besoin ou ce que les concurrents ou les compétiteurs stratégiques sont en mesure de faire. Puis les industriels vont dire les militaires ne sont pas assez au courant de ce que la technologie peut faire. En fait, ce qu'ils demandent, c'est déjà rendu beaucoup plus loin que ça. Là. Il y a comme une espèce de décalage, une espèce faudrait qu'ils se parlent. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi l'impression aussi que les militaires sont un peu en train de courir après ça. Là. C'est qu'ils ont comme un sentiment de dépossession. Et ce qui m'amène en fait à la mise sur pied là, d'une nouvelle agence là, qui a été annoncée par le ministre Lecornu. Là, c'est tout récent. Là. Ça a été fait il y a quelques mois. Là. Je crois que c'est en mars ou en avril. Qui s'appelle l'AMIAD, là, Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, qui est une première européenne. Il y a un équivalent aux États-Unis, évidemment. Mais en Europe, c'est une première. Là, à terme, là, on devrait avoir un effectif d'environ 300 personnes avec un budget qui aura 300 millions d'euros. Et sa mission, et c'est là que c'est intéressant lorsqu'on questionne un peu les perceptions ou l'imaginaire, c'est selon les mots du ministre, là, c'est que de permettre à la France de maîtriser souverainement ces technologies pour ne pas dépendre des autres puissances. Une espèce d'idée-là de décalage ou de peur du retard technologique. Et il ajoutait aussi la journée de l'annonce de cette AMIAD-là. Le saut technologique que représente l'intelligence artificielle est sans doute ce qui révolutionnera la manière de faire la guerre ou même, plus encore, de l'éviter comme l'atome en son temps. Alors, maintenant, on retrouve encore cette espèce de pouvoir de destruction qui côtoie aussi en même temps là, celui de la pacification. Donc, c'est assez intéressant sur encore une fois, ce plan de l'imaginaire-là. Et ça me fait penser, en fait, en 1949, lorsqu'il avait été annoncé un nouveau, le fleuron des bombardiers à long rayon d'action américain, là, le B-36, qui est le plus gros avion à hélice à avoir volé, en fait. Sa mission, c'était vraiment de bombarder avec des bombes nucléaires l'URSS en cas de conflit. Et son nom, c'est ça, c'est mon point, c'est qu'il s'appelait le pacemaker. Oui. On dirait donc, se croirait dans ce travail-là sur les noms 1984. est intéressant. Et en fait, puisque je travaille sur l'imaginaire de l'IA militaire maintenant, j'essaie de voir un peu comment on peut modéliser cet imaginaire-là. Et en fait, je suis arrivé à 4 images, en fait, et je voulais vous présenter aujourd'hui là, rapidement. Donc,
il y a 4 images, il y a toujours 2 opposés. Dans un opposé, on a un modèle, ce qu'on pourrait dire collaboratif, où il y a une coopération, une collaboration entre des agents humains et non humains. Et dans l'autre modèle, on est dans l'autonomisation complète, là. Donc, la première image, j'essaie de prendre des figures de la mythologie, puisqu'on parle beaucoup du centaure. Alors, ce serait elle. Le centaure, c'est la créature mi-homme, mi-cheval. Donc ça, c'est la collaboration. Exactement, la collaboration. Donc là, vous avez, dans ce modèle-là, c'est l'IA, ça peut être des drones, ça peut être des robots, mais des plateformes assistées par l'IA ou pilotées par l'IA qui pourraient mener des opérations de combat, là, assister dans les opérations de combat dressier. Donc, s'exposer à la place de l'humain, allonger la distance entre l'humain et le champ de bataille, se protéger aussi par... Mais on aurait un mélange humain et technologique. Exactement. Donc, l'humain reste là, mais les tâches les plus dangereuses, c'est exécuté par des programmes d'IA ou des robots. Et ça, c'est le premier modèle. Et à l'opposé, ce serait donc une autonomie totale, ce serait la figure du Terminator, hein, le robot tueur qui est le combattant parfait et invincible là, qui fonctionnerait tout seul. Donc ça, c'est le premier, le Centaure, le Terminator. Avec un accent australien aussi. Exactement, oui, surtout, qui donne l'aspect plus machinique. Dans le deuxième couple, si on peut dire, le premier, c'est la première figure dans le modèle collaboratif, c'est Athéna, qui était la déesse de la sagesse, du bon conseil, qui possède aussi ce que les Grecs appelaient la métis, l'intelligence rusée. C'est tout simplement un outil d'aide à la prise de décision, hein, c'est-à-dire un module qui permettrait de filtrer, traiter l'information plus rapidement, de prioriser aussi l'information, de formuler des recommandations et de calculer des probabilités de réussite de chacune des options qui pourraient être proposées. Donc ça, c'est un peu ce modèle-là. Et dans l'opposé complet de ça, ce serait la figure de Skynet, hein, que j'ai pas besoin de présenter. Donc, Skynet, hein, qui voulait incinérer l'humanité simplement pour se faire un safe space. Donc, voilà, c'est un peu ça où j'en suis en ce moment, cette espèce d'imaginaire-là en 4 figures qui représente, je pense, un peu où se situe un peu tous les points de vue. C'est le fun, ça. En sociologie, ils font ça, là, ils résument une problématique avec des archétypes comme ça, des images, puis ça aide à faire du sens. Exactement. Puis après ça, on peut placer les points de vue dans cette espèce de cartographie-là. Toutes les fois que tu entends quelqu'un parler, il se place dans quelle catégorie, puis quand il parle de l'IA, il parle de quel type, est-ce que c'est un type Terminator, est-ce que c'est un type Centaure, est-ce que c'est un type... Puis après, on peut se demander pourquoi est-ce que les individus ont des inclinaisons plus pour un modèle ou pour l'autre, et puis vous pouvez classer aussi des organisations, ça peut être des individus, des organisations, et puis ça peut être aussi des questions culturelles aussi qui entrent en question là-dedans. Après, tu peux commercialiser ton modèle. Parce que là, tu le prends, tu ouvres une firme de consultants, tu fais des tests de personnalité, puis tu déplaces. Tu vois dans quel type? Tu vois, j'ai pas pensé à ça. Hein. J'ai pas la figure mercantile trop. Moi, je vais rester pauvre avec mon modèle. Je vais juste proposer les modèles et je vais me faire piller par les autres, mais ça va. Exact. C'est ça qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va l'instrumentaliser et qui va réussir à le vendre. Merci. Je peux te faire juste un petit peu de pouce sur son YARC à Sylvain, qui est un ultra YARC en ce qui me concerne. Là. C'est vraiment, là, en tout cas, c'est terrible, mais le système Apsara, il y a plusieurs systèmes dedans qui ont des spécialisations. Là. Juste pour revenir là-dessus, il y a un système qui vise des cibles humaines, puis un système qui vise des cibles matérielles, si on veut. Puis le système qui vise des cibles humaines, si je me trompe pas, ça se traduit par Where's Daddy? Donc, où est papa? Puis l'autre, je pense que c'est Lavender. Mais là, je suis pas sûr, là, mes notes sont lointaines, mais c'est ça qui vise des cibles matérielles. Ils l'ont appelé Where's Daddy? Where's Daddy, oui. Where's Daddy? Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système qui est utilisé effectivement par l'armée israélienne, mais qui est soutenu par des intérêts américains. Parce que derrière ça, il y a Palantir, qui est la compagnie du bien nommé Peter Thiel, en tout cas, lui, qui a d'ailleurs un doctorat en philosophie, qui a réussi à faire fortune, ce qui est déjà un peu impossible. Puis c'est une organisation qui fait dans la gestion de données qui ont contribué, par exemple, à mettre en place l'architecture qui permet à ces systèmes-là de fonctionner, ou à certains des composants de ces systèmes-là de fonctionner. Il y a AWS puis il y a Google aussi, qui fournissent la puissance de calcul nécessaire pour que ces systèmes-là fonctionnent, même s'ils se défendent bien de dire que leurs centres de données sont utilisés à des fins militaires, mais ça supporte quand même au moins des activités administratives autour de ces systèmes-là, ce qui fait que, c'est ça, ils sont impliqués là-dedans. Ce qui fait que
cette question-là de l'usage technologique du numérique dans un contexte militaire là, est problématique. Puis ça explique peut-être en partie pourquoi est-ce que les différents acteurs nationaux, les États ont de la difficulté à se prononcer de manière claire. C'est que les liens entre l'armée israélienne puis la façon dont ces systèmes-là fonctionnent sont vraiment tricotés très serrés. Là. Ce qui fait que c'est ça. Quand on pense à ça, il faut voir... je propose d'aller voir encore plus loin, mais je suis absolument d'accord avec ton YARC, Sylvain. On pourra le YARCer ensemble. Oui, un beau YARC aux utilisations militaires. Puis on a eu quelques exemples. Puis l'exemple mentionné, c'est un de nos classiques. Ça fait quelques fois qu'on le mentionne. On le mentionnait pas YARC, mais on sentait qu'on disait YARC aussi à l'époque. Disons que c'était assez consensuel. On va aller du côté de Stéphane. Stéphane, tu vas aller ailleurs, j'imagine. À quoi tu as envie de donner du Lovelace ou du YARC? Alors, j'étais parti pour démarrer sur un Lovelace, mais du coup, je vais poursuivre sur le YARC. Continuons dans le YARC. De Sylvain et Fred. Parce que j'aime bien Terminator et voilà, donc j'aime bien la science-fiction, Terminator, Blade Runner. Voilà, c'est des films qui m'ont vraiment plu. Et il y a une nouvelle là, une information qui est assez récente. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Il y a des chercheurs dans l'université de Tokyo qui ont réussi à créer une espèce de peau synthétique qui vont coller sur les robots. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, on voit, c'est une image avec une espèce de préservatif qui sourit, là. C'était n'importe quoi, les images. Si tu veux faire peur à quelqu'un, disons qui a pas assez peur pour toi de l'intelligence artificielle, tu lui montres ces images-là, wow. Donc, ils ont créé une espèce de peau synthétique qui reproduirait un petit peu les ligaments de la peau et l'objectif, c'est de les coller sur les robots. Alors, ce serait une peau qui cicatrise, qui se comporterait de façon similaire à la peau humaine. C'est quoi la compagnie qui produisait ça? Alors, c'est des chercheurs à l'université de Tokyo, mais je sais pas s'il y a une compagnie derrière ça. Et donc je voudrais mettre mon YARC sur ça, puisque je ne comprends pas l'intérêt de cet objectif. Enfin, je vois bien qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour faire du clic, là, c'est sûr. Là. Si c'est je l'ai pas cherché, là, donc je l'ai vu sur mon algorithme. Là, donc, oui, c'est ça. Il faut croire que ça génère suffisamment de clics, puis ça se retrouve malgré moi sur mon fil. Là. Mais voilà, donc j'adore la science-fiction, mais je serais un peu horrifié d'aller chercher une baguette à la boulangerie et d'avoir en face de moi un robot à face humaine qui me sourit, qui me sert avec un préservatif dans le visage. Puis, voilà, donc je suis un peu embêté par cette. Vous l'avez pas vu les autres cette vidéo-là? Oui, absolument. La peau huileuse avec. En tout cas, je parlerai pas de la partie du corps à laquelle ça m'a fait penser là, mais c'était effectivement un peu effrayant. Ouais. Non, j'ai raté ça, mais je vais essayer de trouver ça. Non, inquiète-toi pas, ça va finir sur ton fil. Je l'ai raté aussi. Enfin, je suis pas allée voir, mais j'ai des proches moi qui sont venus à moi en disant. Charlie, qu'est-ce que votre réaction s'il vous plaît, madame. Je l'ai pas vu encore. Je ne me suis pas prononcée comme j'avais pas vu. Ouais, voilà. Donc je trouve ça plutôt, voilà, moi ça m'inquiète un peu, en tout cas. Ouais, des fois on se demande qui fait ça, pourquoi ils font ça. Bon, les autres font de la recherche, donc ils essayent de. Mais c'est ça, qui finance ça, puis pourquoi, puis c'est quoi l'objectif. Des fois, c'est pas toujours clair. Tantôt, Véro parlait du critère de pertinence. Mais des fois, j'ai des doutes là, dans la région de la pertinence là, qui s'allume. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de pays asiatiques, en tout cas la Chine, mais tu sais, je pense à tout le manga, puis etc. Il y a comme une espèce d'imaginaire autour de la robotique là-bas qui est assez fort. Là, que je ne sais pas si ça découle ou si c'est supporté en partie par le marché de l'emploi là-bas ou la structure de l'emploi, je veux dire, mais comme imaginaire sociotechnique, c'est un imaginaire qui est particulier. Puis je serais curieux un jour d'entendre Sylvain là-dessus. Oui, c'est un champ à explorer, Fred. Moi, mon prix Lovelace, je vais le donner. Vous allez voir, là, je vais le donner à un des membres de notre Nexus 6. C'est
de nos Patreons. Là. C'est un peu ça. Là. Il s'appelle Clément Brunet. Puis là, c'est sûr que je le fais réagir en le mentionnant comme ça. Là. Il a l'habitude de nous écouter. On a eu une belle rencontre. C'était le 4 juin dernier. Donc, j'étais en conférence chez Industriel Alliance. Là, c'est pas une pub, là. Panique pas, là. Véro, là. Je sais qu'elle va réagir aussi. Mais ils étaient nombreux à être là pour cette conférence. On parlait d'intelligence artificielle. On a parlé d'hypertrucage, puis de conduite responsable en recherche. Là, c'est souvent le genre de thème que j'aborde en conférence. Puis, mon prix Lovelace, c'est la conversation que j'ai eue avec Clément après cette conférence. C'est-à-dire que c'est ça que ça fait là, quand on croise des gens qui nous écoutent. Ils ont tout écouté souvent. Puis, Clément me confiait que, j'espère que vous allez comprendre les liens, puis j'espère que je les formule bien aussi, c'est-à-dire qu'il me confiait qu'autour de lui, il y avait un jeune qui était dans le spectre de l'autisme. Puis, évidemment, là, quand on est dans ce spectre-là, ça complique un peu ton processus d'apprentissage. Puis, Clément faisait des liens entre l'apprentissage de type je suis dans le spectre de l'autisme, puis j'essaie d'apprendre. Puis l'apprentissage de type je suis en informatique, puis l'apprentissage machine supervisé en intelligence artificielle. Puis il faisait le constat que de la même manière pour quelqu'un qui est dans le spectre de l'autisme, que ce soit, puis il faisait le parallèle avec les algorithmes en IA. Il mentionnait que ça prenait beaucoup de répétitions pour beaucoup de données, que ce soit autisme ou intelligence artificielle, ça prend souvent beaucoup de données avant d'être capable de synthétiser, je dirais, des concepts plus généraux. Vous le savez, là, en intelligence artificielle, ça prend souvent des millions d'images de chats avant qu'ils puissent dire c'est un chat. Alors que chez les humains, c'est souvent très court. On voit 3 chats, puis on dit c'est un chat. Puis Clément voyait des parallèles avec c'est ça, l'apprentissage de type du spectre de l'autisme, puis l'apprentissage de type intelligence artificielle, machine learning. Je suis pas sûr et certain qu'on peut faire ce parallèle, mais je trouvais la question vraiment pertinente. Puis c'est-à-dire qu'on parle d'apprentissage supervisé, mais moi, c'est plus le concept d'apprentissage. Je suis d'accord à ce qu'on utilise le terme apprentissage, mais si on utilise le terme apprentissage, dans quelle mesure c'est vraiment de l'apprentissage, c'est vraiment applicable chez un humain, là? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire un parallèle possible entre les deux processus d'apprentissage? C'est-à-dire que si on est capable de faire ce parallèle, alors on devrait être capable de développer, à partir des connaissances qu'on a développées sur l'apprentissage machine, on devrait peut-être, en tout cas logiquement, être capable de transférer ça à l'apprentissage plus difficile, notamment chez une personne qui est dans le spectre de l'autisme. J'espère que vous comprenez un peu où je m'en vais, puis j'espère que je ne trahis pas non plus l'idée de Clément. Fred, d'ailleurs, je t'ai vu répondre à Clément sur les réseaux sociaux. Il parlait un peu de ça. Tu semblais un peu dubitatif. Ben, il y a Véronique qui a le doigt levé puis que je sens que son micro brûle. Mais t'as allumé quelque chose là chez Véronique. Ouais, vas-y Véro, puis après je reviendrai après. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, en fait, c'est que j'ai eu l'occasion de parler avec Clément, moi aussi, dans le cadre d'une conférence de ce sujet-là. Et puis, c'était assez intéressant comme discussion, en effet, parce que moi, on en parlait tout à l'heure, là, j'ai testé beaucoup de choses sur mes enfants, puis en observant l'apprentissage de mes enfants, puis en comprenant comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle, je regardais ça, puis je me suis toujours dit, non, ça n'a rien. L'intelligence artificielle, ce qu'on fait mathématiquement, a rien à voir avec comment mes enfants apprennent. Puis pour moi, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et puis, en discutant avec Clément, et puis en parlant de la personne autiste dans son entourage, puis il m'expliquait justement comment pour lui, il y avait vraiment des parallèles entre comment cet enfant-là apprenait et comment on apprend au sens d'apprendre en intelligence artificielle, donc comment on ajuste un modèle. Et puis, je trouve ça intéressant parce que ça se pourrait que effectivement la majorité des gens apprennent pas comme au sens d'apprendre en intelligence artificielle, mais que certaines personnes
est, tu sais, cognitivement une façon différente d'apprendre. Puis après ça, est-ce que ça peut être la même chose? Bah, tu sais, j'en doute un peu, mais est-ce qu'on peut s'inspirer de problèmes qu'on a rencontrés puis de solutions qu'on a trouvées en intelligence artificielle pour suggérer pour émettre des hypothèses ou pour suggérer des idées de comment on pourrait aider des personnes qui apprennent un peu différemment. Qui apprennent un peu différemment ou qui apprennent d'une façon qui, là, peut-être que le parallèle est plus aisément faisable et avec... peut-être puis en discutant avec Clément, je parlais notamment des mécanismes d'attention dans un texte. Donc, c'est un élément sur lequel les chercheurs ont beaucoup travaillé là, parce que quand un algo s'intéresse analyse, mettons, traite un texte, on se rendait compte qu'il accordait trop d'importance à des petits mots, à des le, la, les dans le texte, tout ça. Donc, il a fallu apprendre aux algorithmes à se concentrer sur ce qui était important. Comme nous, quand on lit, on fait ça en diagonale, puis un mot, puis mais on le fait on le fait un peu naturellement, mais visiblement, chez certaines personnes autistes, ça se fait pas naturellement. Ça se fait pas naturellement, ils font attention à tous les petits mots, puis c'est important. Ouais. Est-ce qu'on pourrait émettre des hypothèses de façon de les aider à apprendre à partir de ce qu'on a expérimenté avec l'intelligence artificielle? Tu sais, peut-être qu'on pourrait juste émettre des nouvelles hypothèses puis les tester. Donc, je te félicite pour ton prix Lovelace. Je trouve que c'est une bonne idée, puis j'espère qu'il y a des chercheurs qui nous entendent et qui se disent « Ah, j'ai envie de travailler sur ça comme projet de recherche. » C'est pour ça que j'en parle. Fred, tu avais fait des nuances, je me rappelle plus lesquelles. Je suis complètement d'accord avec ce que Véronique vient de dire. Il n'y a aucun doute. Puis en fait, c'est parce que c'est une question qui est compliquée. D'ailleurs, c'est un très beau Lovelace aussi. Là. C'est une question qui est complexe. Puis souvent, dans mes réponses, j'ai pas le temps de tout déballer ce que j'ai envie de dire, ce qui fait que c'est ça. Mais tu sais, il y a plusieurs questions là-dedans. D'abord, il y a comment on parle de l'intelligence artificielle et comment ça contribue à notre façon de comprendre sa place dans notre société puis notre rapport avec elle. On est pris avec un usage qui est l'intelligence artificielle qui simule comment on parle de l'intelligence. Ce qui fait que le lexique qu'on utilise pour en parler découle de ce qu'on comprend de notre intelligence. Fait qu'on est pris pour parler d'apprentissage automatique ou de type d'apprentissage automatique, etc., alors que ça apprend pas du tout de la même façon. Puis quand on voit des exemples de comment ça apprend, on se rend compte un esprit humain peut pas apprendre de cette façon-là. Ça a juste pas vraiment de... Il y a pas de similarité. Cependant, ça reste quand même des outils qui sont développés par des êtres humains. Fait que là, ça, c'est un compartiment, le lexique, comment on en parle, comment on fait les rapprochements, tout ce qui fait en sorte qu'on a une espèce de compréhension, on humanise le système, si on veut. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a comment on utilise cette technologie-là. On peut l'utiliser pour faire de la recherche sur comment l'esprit humain fonctionne. Ça, c'est l'évidence. Là où je réagis plus, c'est quand on commence à mélanger les deux parce que les outils qui permettraient de faire de la recherche puis d'aller loin là-dessus, donc je dirais plus les applications cliniques ou la recherche scientifique elle-même, ces outils-là sont développés par des grandes compagnies qui sont elles-mêmes délinquantes puis qui minent, si on veut, qui fragilisent notre souveraineté numérique. C'est là, moi, où j'ai plus de difficultés un peu, c'est quand la recherche qui se fait là-dessus dépend de ces grands géants technologiques-là. Puis ça, là, pour ça, je ferais des compartiments comme ça. Tu sais. Si on pouvait développer ou financer des projets de recherche qui peuvent être indépendants, donc une recherche indépendante sur les usages, les applications, les risques que présentent ces technologies-là, mais complètement indépendant. Donc, si on pouvait financer publiquement une puissance de calcul, avoir accès aux données, être capable d'aller voir dans les processus de recherche, être capable de voir plusieurs pairs, experts, expertes qui peuvent se pencher là-dessus pour essayer de faire avancer ça. Là-dessus, j'ai aucun problème. Ça, c'est l'intérêt. Mais là, pour le moment, c'est pas exactement ça qu'on voit. Ceux qui possèdent les données suffisantes pour faire ça, c'est des compagnies privées avec tous les problèmes que ça représente, puis avec tous les travers qu'ils peuvent avoir. Mais il y a de la recherche qui s'est faite là-dessus par des sociolinguistes, puis par des linguistes computationnels. Je ne sais pas comment le traduire, mais je pense à deux en particulier. Emily Bender, que j'ai mentionné tantôt,
Ah oui, elle est là-dedans. Oui, puis ensuite, il y a Iris von Rooij, je sais pas si je prononce, mais je pourrais donner ça aussi, qui travaille aussi sur ces enjeux-là. Puis je sais que dans le cas de Iris von Rooij, elle propose une définition de l'intelligence artificielle qui serait tournée pas vers ses applications, mais sur comment on peut développer l'IA de manière à mieux comprendre comment on fonctionne, notamment pour des questions de neurodivergence, par exemple, ou ce genre de choses-là. Parce que c'est pas que l'apprentissage automatique a rien d'humain, parce que c'est quand même bien des êtres humains qui travaillent là-dedans. C'est pas que ça a rien d'humain, c'est juste que c'est une fraction de ce que l'esprit humain fait quand il apprend. Fait que c'est pour ça que c'est compliqué, si on veut. Mais tu sais, quand on regarde, c'est une belle, quand on regarde Claude Sonnet 3.5 fonctionner avec Artefact de Anthropic, c'est juste, c'est phénoménal. Là. On regarde ça et on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça simule l'intelligence humaine d'une manière qui est juste étonnante. Là. Mais est-ce qu'on peut prendre ça et dire que ça simule l'intelligence humaine intégralement? C'est là que je commence à avoir des doutes. Là, je pense qu'on tombe un peu plus dans l'anthropomorphisme. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de la recherche de manière saine, éthique et responsable? Ben ça, certainement. Mais c'est les conditions dans lesquelles on va le faire, moi, qui m'intéressent. Oui, je comprends. OK, oui, vraiment, c'est une belle nuance, mais ce parallèle-là me semblait hautement intriguant. En tout cas, quand il me l'a expliqué, j'étais dans l'auto après, puis j'y réfléchissais. Donc, mon prix Lovelace, c'est ça, c'est une discussion entre deux personnes qui viennent de champs d'expertise complètement différents, mais qui sont capables de discuter après une conférence, puis qui réussissent à formuler leurs idées, même si c'est complexe. C'est un peu ça, là, quand on est chacun dans notre champ d'expertise, on voit pas ce qui se dessine à l'interface entre ces champs d'expertise-là. Puis là, c'était possible. D'ailleurs, dans la saison 5, moi, j'aimerais carrément inviter un expert de l'apprentissage machine, puis essayer d'explorer avec lui ces liens-là entre l'apprentissage machine, ce que tu formulais, Fred, entre l'apprentissage machine et l'apprentissage humain, puis essayer de voir s'il y a des liens ou non. Là, tu sais, c'est très ouvert, là, mais ces liens entre les techniques en intelligence artificielle puis les techniques d'apprentissage plus humain. D'ailleurs, si vous avez des chercheurs à me suggérer, là, je suis tout à fait preneur. Mais dans les deux champs d'expertise, ce serait le fun non seulement des interviewer, mais des faire discuter, parce que je suis pas sûr que ça discute souvent ensemble. Donc, quelqu'un qui serait spécialisé dans l'apprentissage machine, puis l'autre qui est dans l'apprentissage, puis voir si on peut parler de la même chose, s'il y a des parallèles à faire ou non. J'ai pensé entre autres à Christian Gagné ici à l'Université Laval, là, que je connais un peu mieux. Lui, il fait des recherches sur, il appelle ça comment il appelle ça? Le few data, en opposition au big data. Là. C'est-à-dire qu'il travaille sur des systèmes d'apprentissage où on a besoin de très peu de données pour arriver au même résultat. Donc, pas besoin de scanner tous les textes qu'il y a sur Internet. Tu en prends 3, puis l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est capable de comprendre à partir de aussi peu de données? Bon, c'est un peu plus, là. Mais c'est ça l'opposition. Donc, avec lui, j'aimerais ça éventuellement discuter de pas seulement pour l'efficacité, parce que c'est souvent, quand on parle de few data, lui, il parle souvent d'efficacité énergétique, environnementale, puis efficacité technique. Mais ce lien-là avec l'apprentissage, j'aimerais ça essayer de le faire avec lui. On va voir ce que ça va donner, là, mais c'est ça. Je sais jamais où ça va me mener, puis je pense que c'est la beauté de la chose. Avec ce podcast aussi, on sait jamais exactement. On a des questions, on a des réflexions, on a des thèmes qu'on souhaite aborder, puis on sait pas exactement où ça va nous mener. Pour la saison 5, on pourrait prendre la question des publics. Tu sais, genre, on a un public, là, ils ont des questions, ces gens-là. Des fois, on passe vite, puis etc. Puis, tu sais, moi, j'adorerais ça. Oui, tout à fait. Puis, n'hésitez pas, servez-vous des réseaux sociaux pour les poser, vos questions, pour nous écrire ou des suggestions de thèmes aussi. Des suggestions de thèmes, des suggestions de chercheurs. Si ça vous tente de participer avec un thème, faites-moi signe. Tout ça, là, on est ouvert à plusieurs choses, vous le savez. Hein, vous nous suivez depuis plusieurs années maintenant. Écoutez, ce sera notre conclusion de cette partie 1, parce que je vous l'avais dit, on est nombreux. Puis ça va nous prendre deux épisodes, évidemment. Donc, je vais diviser ça en deux. Puis pour la forme, je vais remercier mes collaborateurs, collaboratrices
d'IA Café, mais en sachant très bien que pour nous, ça sera seulement une petite pause de quelques minutes. Véronique Tremblay, merci. Avec plaisir. Shirley Plumerand, merci aussi. Merci à toi, merci à vous tous. Toutes et tous. Toutes et tous. Frédéric Plamondon, merci. Merci, Jeff. Un Lovelace pour toi aussi, pour ta 4e saison. T'es bien fin. Sylvain Munger, merci. Et merci. Et Stéphane Minéo, merci à toi aussi. Merci à vous et à tout de suite. Oui, à tout de suite. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prenez soin de vous. On se revoit au prochain épisode dans 2 longues semaines. ou pas. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.